pour je dirais notre premier public cible qui sont les familles paysannes, les producteurs et productrices avec qui on travaille dans tous nos terrains. La problématique principale, c'est d'arriver à gagner sa vie dignement, à se nourrir et à faire face en fait à des nouveaux défis qui sont des marchés incontrôlables et un climat aussi de moins en moins prédictible et capricieux. Donc ça rend encore plus difficile leur situation déjà difficile en fait de paysans qui demandent une prise de risque quand même très importante pour arriver à garantir une production et un revenu. Et donc ça implique des défis, je dirais d'abord techniques, arriver à trouver des variétés, des itinéraires techniques qui soient adaptés à ces nouvelles données de changement climatique, mais qui puissent trouver aussi sur les marchés un prix juste, ce qui est aussi un enjeu très difficile. Un autre type de défi, c'est aussi la difficulté de devoir changer ses pratiques et à une vitesse très rapide. Les changements sont de plus en plus rapides, les familles doivent s'adapter et on a tendance aussi au niveau international à postuler à travers le principe de l'adaptation au changement climatique que finalement c'est aussi les producteurs qui vont devoir supporter les conséquences du changement en devant s'adapter eux-mêmes, alors qu'on a encore de grandes difficultés à trouver des systèmes de production adaptés à ces changements, et un contexte globalement assez défavorable à l'agriculture paysanne. Certains niveaux vont être au niveau de l'agroécosystème, c'est-à-dire le système d'exploitation et tout l'écosystème qui s'y trouve. Les premiers niveaux, ça va être d'abord d'essayer de réduire, je dirais, pour simplifier, les intrants chimiques quand on est dans un système plutôt de type conventionnel. Quand on est plutôt dans une agriculture de subsistance, ces intrants chimiques, en général, ils ne sont pas présents dans la ferme, donc ce niveau-là, finalement, ne se pose assez peu. Le deuxième niveau, ça va être de substituer en fait ces intrants chimiques par des alternatives compatibles avec l'agroécologie, l'agriculture bio. Et donc là apparaît en fait toute une panoplie de bio-intrants qui peuvent être qui sont des engrais organiques, des biostimulants, des biopesticides, qui peuvent venir remplacer des produits chimiques de synthèse, mais avec, je dirais, un rôle assez similaire finalement dans le système de production. C'est juste qu'ils sont d'origine naturelle et moins toxiques pour l'environnement. Mais on n'a pas vraiment changé finalement le système, la logique du système où quand on a un ravageur, on applique un produit pour le combattre, sans voir de manière plus systémique les interrelations finalement entre les différentes composantes vivantes de l'écosystème. Quand on commence à regarder justement ces services écosystémiques et ces équilibres entre les populations, par exemple de ravageurs et les ennemis naturels de ces ravageurs dans le système de production, alors on arrive au troisième niveau qui est celui de la reconception de l'agroécosystème. Donc là il ne s'agit plus de juste appliquer un produit pour combattre un nuisible par exemple, mais plutôt de favoriser des habitats dans l'agroécosystème pour attirer des ennemis naturels. Par exemple attirer des coccinelles pour contrôler les pucerons, pour donner un exemple simple. Tout ça, c'est au niveau de la ferme. Mais l'agroécologie demande aussi d'autres niveaux de transformation qui sont, par exemple, de reconnecter les producteurs et les mangeurs, ou les consommateurs, et de retisser finalement des liens et un contrôle finalement dans la chaîne de valeur ajoutée, de manière à ce que les prix soient négociés entre ces acteurs, soient à des prix justes. Et donc ça, c'est le quatrième niveau de la transition, de reconnecter producteurs et consommateurs. Et enfin, le dernier niveau, le niveau 5, concerne plutôt les politiques publiques, le fait d'intégrer des valeurs humaines, sociales dans les politiques alimentaires, et même au-delà, considérer l'agroécologie aussi dans les politiques de santé publique, de commerce, etc. Alors je dirais qu'en fait l'agroécologie elle est quelque part déjà présente depuis très longtemps au niveau des familles paysannes. Alors peut-être pas sous le nom d'agroécologie, elle va prendre des noms localement divers. En Wolof on parle d'agriculture saine,
et chaque communauté va avoir sa manière de décrire cette agriculture diversifiée, ancrée dans la culture locale, mais qui finalement s'approche très fortement des principes de l'agroécologie. Et je dirais que c'est plutôt au niveau des réseaux internationaux, des grandes institutions, où depuis quelques années on voit d'un seul coup l'agroécologie monter en puissance comme un terme qui est de plus en plus utilisé, avec parfois la crainte aussi qu'il soit galvaudé, mis un peu à toutes les sauces. Et donc nous on essaye au maximum de construire un modèle agroécologique dans chaque contexte avec les acteurs locaux, sans forcément plaquer comme on a souvent tendance à le faire dès qu'on veut technifier une approche. Et donc construire cette agroécologie avec les acteurs et aussi arriver à éviter que l'agroécologie soit mise sur des systèmes, ce nom soit posé sur des systèmes qui ne sont pas vraiment agroécologiques. Il y a aujourd'hui un fort risque de greenwashing autour de l'agroécologie, en appelant agroécologie un peu tout et n'importe quoi, et en oubliant l'ensemble des principes que demande l'agroécologie, en particulier d'équité sociale, et d'aller jusqu'à ce niveau de reconception et pas se contenter de substituer un produit par un autre et appeler ça de l'agroécologie aussi facilement.